Dès les premières lueurs du jour, une tension presque imperceptible semblait flotter au-dessus de Montpellier, comme si la ville entière retenait son souffle avant un événement dont personne ne mesurait encore la gravité. Dans cet équilibre fragile entre routine et drame latent, chaque geste du quotidien portait en lui une charge invisible, prête à se transformer en basculement irréversible. Et au cœur de cette journée, sans que personne ne le sache encore, le destin de Claire Estrella allait vaciller une fois de plus, l'entraînant dans une spirale où le danger ne laisserait aucune place à l'erreur. Le matin avait commencé avec une apparente normalité, presque rassurante. Claire avait quitté son domicile avec cette concentration calme qu'elle adoptait chaque fois qu'elle tentait de garder le contrôle sur une vie devenue trop instable. Dans son esprit, la journée s'organisait autour de petites certitudes, un trajet en tramway, une conversation avec Kira, puis ce dîner prévu avec Florent Grasset, comme une tentative de préserver une bulle de normalité au milieu du chaos. Pourtant, derrière cette organisation méthodique, une inquiétude persistait, diffuse, impossible à nommer. Dans le tramway, le bruit régulier des rails semblait apaiser l'espace, mais les mots échangés entre Claire et Kira révélaient déjà des fissures. Kira parlait avec passion de son article, de cette enquête qui visait directement les agissements de Sérignan, de cette volonté presque instinctive de rétablir une forme de justice à travers l'écriture. Claire l'écoutait avec une fierté sincère, mais aussi avec une lucidité douloureuse. Elle savait que dans ce monde, la vérité n'était jamais sans conséquence. Elle percevait déjà les ondes de choc que cet article allait provoquer, même si elle ne pouvait pas encore en anticiper l'ampleur. Ce moment partagé entre elles, pourtant simple en apparence, contenait déjà les germes de ce qui allait suivre. Claire annonça presque distraitement qu'elle passerait par la prison avant le dîner, comme si ce détour n'était qu'une formalité, un détail parmi d'autres. Mais dans la logique implacable des événements, ce choix allait devenir le point de rupture, la faille par laquelle tout allait basculer. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Manu Léoni tentait de maintenir une façade de contrôle, alors même que ses certitudes se fissuraient. Sur la plage, le mouvement répétitif de la course lui offrait une illusion de clarté, mais son esprit restait prisonnier d'une question qui ne cessait de revenir. Que cachait réellement Ève? L'échange qu'il avait eu avec elle, cette question posée presque innocemment sur la mort de Nathalie Jiménez, continuait de résonner en lui comme une dissonance. Ce n'était pas tant la réponse qui le troublait que la manière dont elle l'avait donnée, cette froideur subtile, presque imperceptible, mais suffisante pour éveiller un doute profond. Manu n'était pas un homme à céder facilement à la suspicion sans preuve, et pourtant, quelque chose en lui refusait désormais de faire confiance aveuglément. Ce conflit intérieur, entre l'instinct du policier et l'attachement personnel, le plaçait dans une position instable, dangereuse. Il avançait désormais sur un fil, où chaque pas pouvait le faire basculer d'un côté ou de l'autre. Dans un autre registre, la tension montait également autour de l'affaire Jiménez. L'ombre de cette mort continuait de planer sur tous ceux qui s'en approchaient, et les ramifications de cette affaire semblaient s'étendre bien au-delà de ce que les apparences laissaient supposer. Manu, avec une prudence presque calculée, décida d'interroger Alex Lévy sans éveiller les soupçons. Il posa ses questions comme s'il cherchait simplement à compléter un tableau déjà connu, mais en réalité, chaque réponse devenait une pièce supplémentaire d'un puzzle inquiétant. Alex, de son côté, poursuivait l'enquête avec la rigueur qui le caractérisait, sans imaginer que les motivations de Manu dépassaient désormais le simple cadre professionnel. Entre eux, une ligne invisible venait de se tracer, marquant le début d'un déséquilibre qui, tôt ou tard, finirait par éclater au grand jour. Dans le même temps, la situation autour de la fusillade révélait une autre facette du chaos en cours. L'identité du tireur, Romain Barral, apportait une nouvelle dimension à l'affaire. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'un mouvement stratégique dans une guerre souterraine liée au territoire de drogue. Cette révélation transformait l'enquête en une course contre la montre, où chaque minute gagnée ou perdue pouvait avoir des conséquences dramatiques. Baker, conscient de l'ampleur du danger, exigeait des résultats rapides. Il savait que si Barral restait introuvable, la situation pourrait dégénérer en une escalade incontrôlable de violence. Cette pression, constante et implacable, pesait sur Aude et Alex, les poussant à agir avec une intensité qui ne laissait aucune place à l'erreur. Pendant que les forces de l'ordre tentaient de contenir cette menace, un autre front s'ouvrait, plus insidieux, mais tout aussi destructeur, celui des médias et du pouvoir économique. Sérignan, furieux après la publication de l'article dans Midi Libre, laissait éclater une colère qui trahissait sa peur. Derrière ces menaces de poursuites judiciaires et son intention de retirer ses investissements publicitaires, se cachait une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait.
Son appel à Fourneau, chargé d'insultes et de menaces à peine voilées, révélait un homme acculé, prêt à tout pour protéger ses intérêts. Mais cette réaction, loin de le renforcer, ne faisait que confirmer la véracité des accusations portées contre lui. Dans cette guerre d'image et d'influence, chaque mouvement devenait une arme, et chaque erreur pouvait se transformer en défaite irréversible. Parallèlement, les répercussions de cette affaire se faisaient sentir jusque dans les vies les plus ordinaires. La famille Perrault, épuisée par les démarches judiciaires et les tensions accumulées, choisissait finalement de renoncer à porter plainte. Ce choix, loin d'être un acte de faiblesse, témoignait d'une lassitude profonde, d'un besoin de survie face à un système qui broie ceux qui tentent de s'y opposer. Ce renoncement avait un impact direct sur Johanna et Florent, qui voyaient s'éloigner une part de justice qu'ils espéraient encore défendre. Pour Florent, la perte de Nathalie Jiménez continuait de peser comme une culpabilité silencieuse, un échec qu'il ne parvenait pas à accepter. Chaque décision, chaque événement venait raviver cette blessure, renforçant son sentiment d'impuissance. Dans ce climat déjà tendu, une autre confrontation se préparait, plus intime mais tout aussi violente. Henrik, animé par une inquiétude sincère, tentait de raisonner Inès. Il voyait clairement ce qu'elle refusait d'admettre, l'influence toxique de Sérignan, la manipulation progressive qui la poussait à justifier l'injustifiable. Mais Inès, portée par son ambition et son désir de réussite, rejetait ces avertissements avec une froide détermination. Elle opposait à son père une vision du monde où les principes semblaient secondaires face à l'efficacité et à la réussite. Cette divergence de valeurs créait entre eux une fracture profonde, difficile à combler. Ce n'était plus seulement une discussion, mais un affrontement entre deux visions irréconciliables de la vie. Et pendant que ces tensions se multipliaient, une scène en apparence anodine venait renforcer un malaise plus diffus encore. Lorsqu'Ève annonça à Muriel sa présence au mariage pour voir Thomas, sa réaction, d'une froideur presque clinique, surprit profondément. Derrière ces mots, pourtant légitimes, se cachait une distance émotionnelle troublante, comme si quelque chose en elle s'était définitivement détaché. Ce détail, isolé en apparence, prenait une résonance particulière dans l'esprit de ceux qui l'entouraient, et plus encore dans celui de Manu. Chaque geste, chaque parole d'Ève devenait désormais suspect, alimentant un doute qui ne cessait de grandir. Ainsi, alors que la journée avançait, tous les éléments se mettaient lentement en place, comme les pièces d'un mécanisme complexe dont personne ne maîtrisait vraiment le fonctionnement. Et au centre de ce dispositif invisible, Claire avançait sans savoir qu'elle se dirigeait droit vers le point de rupture, vers cet instant précis où le réel allait basculer dans la violence pure. La prison, lieu fermé par excellence, allait devenir le théâtre de cette explosion. Et lorsque Claire franchirait ses portes, il serait déjà trop tard pour revenir en arrière. Lorsque Claire Estrella franchit les portes de la prison, une sensation lourde et presque oppressante s'imposa immédiatement à elle, comme si les murs eux-mêmes conservaient la mémoire silencieuse de toutes les tensions qui s'y étaient accumulées au fil du temps, rendant chaque respiration plus consciente et chaque pas légèrement plus pesant. Même si elle connaissait déjà cet environnement, elle ne pouvait ignorer cette impression persistante d'être enfermée dans un espace où le contrôle n'était qu'une illusion fragile, prête à se fissurer au moindre imprévu. Dans son esprit, la visite qu'elle s'apprêtait à effectuer ne représentait qu'une étape dans une journée qu'elle avait tenté d'organiser avec précision, notamment en pensant au dîner qu'elle devait partager plus tard avec Kira et Florent Grasset, comme si ce moment à venir pouvait encore lui offrir un semblant d'équilibre dans une réalité devenue instable. Pourtant, sans qu'elle en ait conscience, cette parenthèse rassurante appartenait déjà au passé, car la décision de venir à la prison allait s'imposer comme un point de rupture dont elle ne mesurait pas encore les conséquences. Dans une autre partie du bâtiment, Alice Lombard n'était plus simplement une détenue soumise à l'autorité carcérale, mais une actrice silencieuse d'un plan soigneusement élaboré, où chaque geste, chaque expression, chaque hésitation apparente avait été pensée en amont avec une précision presque inquiétante. Derrière l'image d'une femme affaiblie se cachait en réalité une volonté froide, structurée, capable de transformer la moindre faille du système en opportunité. Lorsqu'elle commença à simuler une douleur, elle le fit avec une maîtrise remarquable, dosant parfaitement l'intensité de ses réactions pour susciter l'inquiétude sans éveiller la suspicion, sachant pertinemment que dans un environnement où les demandes d'assistance sont fréquentes, la routine finit par émousser la vigilance. La surveillante, confrontée à cette situation qui semblait familière, choisit d'agir selon le protocole habituel, sans percevoir que cette décision allait enclencher un processus irréversible. Le déplacement vers l'infirmerie se déroula dans une apparente normalité, mais en réalité, chaque pas rapprochait Alice de l'objectif qu'elle s'était fixé, tandis que Claire, de son côté,
ignorait encore qu'elle était en train d'entrer dans une situation qui échappait déjà à toute logique ordinaire. Lorsque la détenue fut conduite devant Claire Estrella, celle-ci adopta immédiatement son rôle avec professionnalisme, cherchant à évaluer les symptômes avec rigueur, sans laisser transparaître le moindre doute, fidèle à cette posture qui consiste à privilégier l'analyse rationnelle même dans des contextes incertains. Pourtant, au fil des secondes, un décalage subtil commença à émerger, difficile à définir mais suffisamment présent pour troubler son instinct, car l'attitude d'Alice ne correspondait pas totalement à celle d'une personne réellement en souffrance. Ce n'était ni un détail précis ni un signe évident, mais plutôt une impression globale, une forme de cohérence absente entre le discours et le regard, comme si l'une des deux dimensions échappait volontairement à l'autre. Claire ressentit cette dissonance sans parvenir à la traduire en décision, car rien ne justifiait officiellement une rupture du protocole, et c'est précisément cette absence de preuve qui la maintint dans une position d'exposition. Pendant ce temps, à l'extérieur, les tensions continuaient de s'intensifier sans lien apparent avec ce qui se jouait à l'intérieur de la prison, mais contribuant néanmoins à créer un climat général d'instabilité. Manu Léoni, incapable d'écarter les doutes qui s'étaient installés en lui, poursuivait une réflexion intérieure marquée par l'incertitude, où chaque souvenir de sa conversation avec Ève venait nourrir une suspicion qu'il ne parvenait plus à contenir. Dans le même temps, Alex, Lévy et Aude concentraient leurs efforts sur la traque de Romain Barral, conscients que chaque minute perdue augmentait le risque d'un embrasement lié aux rivalités du trafic de drogue, tandis que la pression exercée par Baker renforçait l'urgence d'obtenir des résultats. Mais à l'intérieur de l'infirmerie, une autre forme de tension s'installait, plus silencieuse mais infiniment plus dangereuse, car elle ne laissait aucune marge de manœuvre une fois déclenchée. Claire poursuivait son examen avec une attention accrue, son instinct lui signalant que quelque chose échappait à son contrôle, sans qu'elle puisse encore en identifier la nature exacte. Alice, quant à elle, attendait le moment précis où la vigilance serait suffisamment relâchée pour lui permettre d'agir, sachant que la réussite de son plan dépendait entièrement de la précision de cet instant. Ce basculement ne se produisit pas progressivement, mais de manière brutale, presque imperceptible dans sa préparation, mais fulgurante dans son exécution. En une fraction de seconde, la posture fragile qu'elle avait adoptée disparut complètement, laissant place à une détermination froide qui transforma immédiatement l'équilibre de la situation. Le geste qu'elle porta vers la surveillante fut d'une rapidité telle qu'aucune réaction ne fut possible, et l'utilisation du taser provoqua un effondrement immédiat de la victime, réduisant à néant toute tentative de résistance. Claire, confrontée à cette scène d'une violence soudaine, comprit instantanément que la situation venait de franchir un seuil critique, où les règles habituelles ne s'appliquaient plus. L'espace qui, quelques secondes auparavant, relevait encore d'un cadre médical, se transforma en un lieu de confrontation directe, où elle se retrouvait désormais exposée sans protection. L'alerte se déclencha rapidement dans le reste de la prison, et le signal du code rouge résonna comme une rupture nette avec la normalité, indiquant que l'établissement basculait dans un état de crise. Pourtant, malgré cette mobilisation immédiate, la réalité de la situation à l'intérieur de l'infirmerie ne changea pas instantanément, car Claire demeurait seule face à Alice, dans un espace clos où chaque mouvement pouvait avoir des conséquences irréversibles. Dans cet instant suspendu, Claire fut contrainte de réorganiser entièrement sa perception de la situation, abandonnant toute logique de soins pour adopter une posture de survie, où la maîtrise de soi devenait la seule ressource réellement disponible. La peur, bien que présente, ne pouvait pas prendre le dessus, car elle savait que la moindre réaction mal contrôlée risquait d'aggraver une situation déjà extrêmement fragile. Face à elle, Alice ne montrait plus aucun signe d'hésitation, son regard traduisant une détermination absolue, comme si tout ce qui précédait n'avait été qu'une préparation à cet instant précis. La distance entre elles, désormais insignifiante, transformait chaque seconde en une épreuve de contrôle et d'anticipation. Dans cet espace fermé, où aucune issue immédiate ne semblait possible, Claire comprit qu'elle venait d'entrer dans une situation où chaque choix serait risqué, et où la moindre erreur pourrait se payer sans délai. Dans l'espace confiné de l'infirmerie, le temps semblait s'être contracté autour de Claire Estrella, comme si chaque seconde s'étirait sous le poids d'une tension devenue presque tangible, transformant le moindre mouvement en décision potentiellement irréversible. La chute brutale de la surveillante avait rompu toute illusion de normalité, laissant place à une réalité où les règles habituelles n'avaient plus aucune prise, et où seule comptait désormais la capacité à garder le contrôle dans un contexte qui ne laissait aucune marge d'erreur. Face à elle, Alice Lombard ne cherchait plus à dissimuler quoi que ce soit, son attitude ayant basculé vers une forme de détermination froide qui excluait toute hésitation,
comme si l'acte qu'elle venait de commettre n'était qu'une étape attendue d'un plan qu'elle avait mûri depuis longtemps. Son regard, fixe et parfaitement lucide, traduisait une maîtrise inquiétante de la situation, contrastant violemment avec le chaos qu'elle venait de déclencher. Claire, quant à elle, comprenait désormais que toute réaction impulsive risquait d'aggraver immédiatement la situation, et que sa seule véritable ressource résidait dans sa capacité à ralentir le rythme des événements, à imposer une forme de temporalité qui lui permettrait de reprendre un minimum de contrôle. Elle adapta instinctivement sa posture, non plus comme une soignante face à une patiente, mais comme une interlocutrice cherchant à maintenir un équilibre fragile, où chaque parole devait être pensée non pour convaincre, mais pour apaiser. Dans le même temps, l'alerte déclenchée à l'extérieur commençait à produire ses effets, et l'ensemble du dispositif carcéral basculait progressivement vers une gestion de crise structurée, où chaque agent recevait des consignes précises visant à contenir la menace sans provoquer d'escalade incontrôlable. Les portes se verrouillaient les unes après les autres, les communications s'intensifiaient, et l'organisation interne de la prison se réorientait entièrement autour de cet incident devenu prioritaire. Mais malgré cette mobilisation rapide, la réalité immédiate restait inchangée pour Claire, qui demeurait enfermée dans cet espace réduit avec Alice, sans possibilité de fuite ni intervention directe, contrainte de naviguer dans une situation où le moindre détail pouvait devenir déterminant. Elle observait attentivement son agresseur, cherchant à identifier des failles, des signes d'instabilité, ou au contraire des points d'ancrage qui pourraient lui permettre d'instaurer un dialogue, même fragile. À l'extérieur, l'information commençait à circuler, et Manu Léoni fut rapidement informé de la situation, ce qui provoqua chez lui une réaction immédiate, mêlant instinct professionnel et inquiétude personnelle. Le fait que Claire soit impliquée dans cette prise d'otage ne pouvait être pour lui un simple élément d'enquête, car leur histoire commune et les liens qui les unissaient donnaient à cet événement une dimension émotionnelle qu'il ne pouvait ignorer. En se rendant sur place, Manu tentait de conserver une distance analytique, mais son esprit restait traversé par une multitude de pensées contradictoires, notamment en lien avec les doutes qu'il nourrissait déjà à propos de Eve, comme si les différentes tensions de sa vie convergeaient soudainement vers un même point de rupture. Il savait pourtant que dans une situation comme celle-ci, toute implication émotionnelle excessive pouvait compromettre sa capacité à agir efficacement. Parallèlement, Alex, Lévy et Aude, bien que toujours engagés dans la traque de Romain Barral, furent contraints de réévaluer leurs priorités à mesure que la gravité de la prise d'otage se confirmait, car l'incident en cours présentait un risque immédiat qui dépassait celui de leur enquête en cours. Cette superposition de crises révélait à quel point la situation globale était devenue instable, chaque affaire venant alimenter une tension déjà à son comble. Dans l'infirmerie, Claire continuait de maintenir une apparence de calme, bien que son esprit fonctionnait à une vitesse extrême, analysant chaque micro-réaction d'Alice, chaque variation dans son comportement, cherchant à anticiper ses intentions sans jamais les provoquer. Elle comprenait que la clé de sa survie résidait dans sa capacité à ne pas entrer en confrontation directe, à éviter toute escalade qui pourrait pousser Alice à agir de manière irréversible. Alice, de son côté, semblait évoluer dans une logique interne qui échappait en partie à toute rationalité extérieure, mais qui obéissait néanmoins à une cohérence propre, construite autour de ses motivations et de ses objectifs. Elle ne paraissait ni paniquée ni désorientée, mais au contraire concentrée, comme si la situation qu'elle avait créée correspondait exactement à ce qu'elle avait anticipé, ce qui rendait toute tentative de déstabilisation particulièrement délicate. L'écart entre les deux femmes ne se mesurait plus en distance physique, mais en capacité à influencer le cours des événements, et Claire comprenait qu'elle devait progressivement réduire cet écart en réintroduisant du temps dans une situation qui avait été conçue pour aller vite. Chaque seconde gagnée devenait une victoire, chaque instant sans violence supplémentaire une avancée silencieuse vers une issue potentielle. À l'extérieur, les négociations commençaient à être envisagées, les équipes spécialisées se préparant à intervenir si nécessaire, tout en sachant que toute action précipitée pourrait mettre en danger la vie de Claire. Cette attente, cette tension suspendue, créait un climat où chaque décision devait être pesée avec une précision extrême, car les conséquences d'une erreur seraient immédiates et irréversibles. Dans cet équilibre instable, Claire poursuivait son travail invisible, celui qui ne consiste pas à soigner un corps, mais à contenir une situation humaine au bord de l'explosion, en utilisant uniquement la parole, le regard et la maîtrise de soi comme outils. Elle savait que rien n'était garanti, que chaque instant pouvait basculer, mais elle refusait de céder à la peur, car céder aurait signifié perdre toute capacité d'action. Ainsi, enfermée dans cet espace devenu théâtre d'une confrontation silencieuse, elle avançait pas à pas, sans certitude mais avec une détermination qui ne devait rien au hasard,
consciente que sa survie dépendait désormais de sa capacité à rester présente, lucide et stratégique face à une adversaire qui n'avait plus rien à perdre. À mesure que les minutes s'écoulaient, la tension à l'intérieur de l'infirmerie atteignait un niveau presque insoutenable, comme si l'espace lui-même se refermait lentement autour de Claire Estrella et de Alice Lombard, transformant chaque respiration en un effort conscient et chaque silence en une menace latente. L'équilibre fragile qui s'était installé depuis le début de la prise d'otage reposait désormais sur des éléments invisibles, des micro-ajustements constants que Claire devait maintenir sans jamais relâcher son attention, consciente que la moindre rupture pourrait déclencher une réaction irréversible. Alice, toujours animée par cette détermination froide qui la caractérisait depuis le basculement de la situation, ne montrait aucun signe d'épuisement ou de doute, comme si elle puisait dans une source intérieure inépuisable, nourrie par une colère ou une logique qui échappait en partie à toute tentative d'analyse extérieure. Sa posture, son regard, la manière dont elle occupait l'espace, tout indiquait qu'elle ne se considérait pas comme acculée, mais au contraire comme en position de force, ce qui compliquait considérablement toute tentative de négociation. Claire, de son côté, poursuivait son travail de maintien, cherchant à ralentir le rythme des événements en imposant une présence stable, presque immobile, afin d'éviter toute montée brutale de tension. Elle comprenait que dans une situation où l'autre détient le contrôle immédiat, la seule stratégie viable consiste à modifier imperceptiblement la dynamique, en introduisant des pauses, en créant des espaces où l'action n'est plus immédiate, mais suspendue. Ce travail invisible, qui ne reposait ni sur la force ni sur l'autorité, exigeait une concentration totale, car il s'agissait de tenir dans un entre-deux instable où tout pouvait basculer. À l'extérieur, le dispositif de crise s'était progressivement structuré autour de la situation, et Manu Léoni se trouvait désormais au cœur du processus de décision, partagé entre la nécessité d'agir rapidement et l'obligation de préserver la vie de Claire. Son arrivée sur les lieux avait immédiatement modifié l'équilibre émotionnel de la situation, car au-delà de son rôle de policier, il portait en lui une inquiétude personnelle qu'il devait absolument contenir pour ne pas compromettre l'intervention. Chaque information qui lui parvenait était analysée avec une intensité particulière, comme si le moindre détail pouvait orienter la suite des événements. Pourtant, malgré cette vigilance extrême, il se retrouvait confronté à une limite essentielle, l'impossibilité d'agir directement sans risquer d'aggraver la situation. Cette contrainte, qui l'obligeait à rester en retrait, constituait pour lui une épreuve presque insupportable, car elle entrait en contradiction avec son instinct d'action. Dans le même temps, les équipes spécialisées commençaient à envisager différentes options d'intervention, chacune comportant des risques importants, et aucune ne garantissant une issue sans violence. La possibilité d'une négociation s'imposait progressivement comme la seule voie raisonnable, même si elle impliquait d'entrer dans le jeu d'Alice, d'accepter ses conditions, ou du moins de lui donner l'impression que sa position était reconnue. Dans cette perspective, la question de savoir qui devait établir le contact devenait centrale, car le choix de l'interlocuteur pouvait influencer directement le comportement d'Alice. Manu Léoni, malgré les réserves liées à son implication personnelle, apparaissait comme une option crédible, capable de combiner autorité et compréhension, mais cette décision restait délicate, car elle impliquait de prendre un risque calculé dans une situation où l'imprévisible dominait. À l'intérieur de l'infirmerie, Claire percevait indirectement ces mouvements extérieurs à travers les bruits, les vibrations, les changements dans l'atmosphère, mais elle savait que ces éléments ne pouvaient pas être intégrés dans son comportement de manière visible, car toute référence à une intervention imminente pourrait provoquer une réaction de panique ou d'agressivité chez Alice. Elle devait donc continuer à agir comme si rien n'était en train de se préparer, tout en espérant que le temps qu'elle gagnait permettrait à l'extérieur de construire une réponse adaptée. La relation qui se développait entre Claire et Alice ne relevait plus d'un simple rapport de force, mais d'un équilibre psychologique complexe, où chacune tentait d'influencer l'autre sans franchir le seuil de la confrontation directe. Claire cherchait à introduire de la nuance, à humaniser la situation, à créer des points d'ancrage émotionnel qui pourraient ralentir la logique d'escalade, tandis qu'Alice semblait osciller entre une volonté de contrôle absolu et des moments plus ambigus, où son regard laissait entrevoir une tension intérieure difficile à décrypter. Ce glissement subtil, presque imperceptible, constituait pour Claire une opportunité fragile, mais réelle, car il suggérait que la situation n'était pas totalement figée, qu'il existait encore une marge d'action, aussi mince soit-elle. Elle s'efforçait donc de maintenir ce fil, de ne pas le rompre, en ajustant constamment son attitude pour éviter toute réaction brutale. À l'extérieur, Alex, Lévy et Aude, désormais informés de la gravité de la situation, avaient rejoint le dispositif, apportant leur expérience et leur connaissance du terrain, mais aussi leurs propres tensions,
car il comprenait que l'issue de cette prise d'otage pouvait avoir des répercussions bien au-delà de cet événement isolé. La présence simultanée de plusieurs crises, entre la traque de Romain Barral et la situation en cours dans la prison, créait une surcharge opérationnelle qui rendait chaque décision encore plus complexe, car les ressources devaient être réparties sans affaiblir aucun des fronts. Cette superposition de menaces accentuait le sentiment d'urgence, tout en limitant les possibilités d'action. Dans cet environnement saturé de tensions, la moindre évolution pouvait devenir décisive, et chacun en avait conscience, ce qui renforçait encore la pression sur les épaules de ceux qui devaient prendre les décisions. À l'intérieur, Claire continuait de tenir, refusant de céder à la peur malgré l'évidence du danger, car elle savait que la peur, si elle prenait le dessus, deviendrait immédiatement perceptible et pourrait être exploitée. Elle s'accrochait à cette idée que tant qu'aucune violence supplémentaire n'était commise, tant que la situation restait suspendue, une issue restait possible. Mais cette attente, cette suspension, avait un prix. Car plus le temps passait, plus la tension accumulée risquait de se transformer en explosion. Et dans cet équilibre instable, où chaque seconde gagnée pouvait aussi devenir une seconde de trop, Claire comprenait que le véritable danger ne résidait pas seulement dans l'acte initial d'Alice, mais dans ce qui pourrait suivre si cet équilibre venait à se rompre. Ainsi, alors que tout semblait figé dans une attente insoutenable, la situation approchait lentement d'un point critique, où les décisions prises à l'extérieur et les réactions à l'intérieur allaient inévitablement se rencontrer. Et lorsque cela arriverait, il n'y aurait plus de place pour l'improvisation. L'équilibre fragile qui s'était installé depuis le début de la prise d'otage atteignait désormais un point de rupture presque inévitable, comme si chaque seconde supplémentaire alourdissait un peu plus l'atmosphère déjà saturée de tension à l'intérieur de l'infirmerie, transformant ce lieu de soins en un espace suspendu entre maîtrise apparente et chaos imminent. Claire Estrella, malgré la fatigue mentale qui commençait à s'installer, continuait de maintenir une posture d'une stabilité remarquable, consciente que cette constance représentait la seule barrière encore active entre une situation contrôlée et une explosion incontrôlable. Face à elle, Alice Lombard semblait évoluer dans un état paradoxal, oscillant entre une maîtrise rigide et une tension intérieure de plus en plus perceptible, comme si la pression qu'elle avait elle-même créée commençait à peser sur ses propres décisions. Son regard, toujours fixe, laissait cependant apparaître par instants une forme d'agitation plus profonde, signe que la situation, bien que planifiée, échappait progressivement à toute possibilité de contrôle total. À l'extérieur, le dispositif mis en place autour de la prison était désormais pleinement opérationnel, et Manu Léoni se retrouvait au centre d'un processus où chaque choix devait être évalué avec une précision extrême, car l'intervention ne pouvait être envisagée qu'à la condition de minimiser le risque pour Claire. L'idée d'un assaut direct, bien que discutée, apparaissait de plus en plus risquée à mesure que les informations remontaient du terrain, confirmant que la proximité entre la victime et son agresseur rendait toute action brutale potentiellement fatale. Dans ce contexte, la négociation devenait non seulement une option, mais une nécessité, et la question de la communication directe avec Alice prenait une importance stratégique. Manu Léoni, malgré les tensions personnelles qui le traversaient encore, notamment en lien avec Eve, comprenait que son rôle exigeait de mettre de côté toute hésitation pour se concentrer uniquement sur l'objectif prioritaire, maintenir Claire en vie. Lorsque le premier contact fut envisagé, la tension monta d'un cran, car cette étape représentait une bascule potentielle dans la dynamique de la crise, susceptible soit d'apaiser la situation, soit au contraire de provoquer une réaction imprévisible. Chaque mot, chaque intonation, chaque silence allait désormais avoir une portée déterminante. À l'intérieur de l'infirmerie, Claire percevait cette évolution sans en connaître les détails précis, mais elle comprenait que quelque chose se préparait, que le temps qu'elle avait réussi à gagner n'était pas perdu, et que ses efforts pour maintenir une forme de stabilité n'étaient pas vains. Cette prise de conscience, bien que fragile, renforça sa détermination à tenir encore, à prolonger cet équilibre aussi longtemps que possible. Alice, de son côté, semblait ressentir également cette modification de la situation, comme si elle captait instinctivement les changements extérieurs, ce qui accentuait encore la tension intérieure qui la traversait. Ce moment charnière révélait une faille dans son apparente maîtrise, une zone d'incertitude où ses décisions pouvaient devenir moins prévisibles, ouvrant ainsi une possibilité d'évolution. Claire, attentive à ce basculement subtil, ajusta imperceptiblement son attitude, cherchant à accompagner ce mouvement sans le brusquer, en maintenant un ton et une posture qui évitaient toute confrontation directe, tout en introduisant progressivement des éléments susceptibles de ralentir encore davantage la dynamique de crise. Ce travail, entièrement basé sur l'observation et l'adaptation,
constituait une forme de résistance silencieuse où chaque détail comptait. À l'extérieur, Alex, Lévi et Aude, désormais pleinement engagés dans la gestion de cette situation, participaient à l'élaboration d'une stratégie qui devait concilier efficacité et prudence, dans un contexte où la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. La pression exercée par l'ensemble des enjeux, notamment la traque toujours en cours de Romain Barral, ne faisait qu'accentuer la complexité de leurs décisions. Progressivement, une ligne de communication fut établie, marquant une étape décisive dans l'évolution de la crise. Ce contact, bien que fragile, introduisait une nouvelle dynamique, où la parole devenait un outil central, capable d'influencer le comportement d'Alice et de créer un espace de négociation là où il n'y avait auparavant qu'une confrontation implicite. Claire, consciente de cette opportunité, s'efforçait de synchroniser son attitude avec cette tentative extérieure, en maintenant un niveau de tension suffisamment bas pour éviter toute réaction violente, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une issue non tragique. Cette coordination, bien qu'indirecte, reposait sur une compréhension instinctive de la situation, où chaque acteur, intérieur comme extérieur, devait ajuster son comportement sans pouvoir communiquer pleinement. À mesure que les échanges progressaient, la tension atteignait un sommet, car la situation se trouvait désormais à un point où une résolution devenait possible, mais où le risque d'échec restait extrêmement élevé. Chaque seconde semblait contenir la possibilité d'un basculement définitif, et l'ensemble du dispositif retenait son souffle, comme suspendu à une décision qui ne dépendait plus que de quelques éléments. Dans cet instant critique, Claire parvenait à maintenir ce fil fragile qui reliait encore la situation à une issue contrôlée, refusant de céder à la peur malgré la proximité constante du danger, et s'appuyant sur une lucidité devenue presque instinctive. Elle comprenait que la survie ne dépendait plus d'un acte spectaculaire, mais d'une accumulation de micro-décisions justes, répétées avec constance. Alice, confrontée à cette résistance inattendue, voyait peu à peu son contrôle absolu se transformer en une position plus incertaine, où ses choix devenaient plus difficiles à soutenir dans la durée. Ce glissement progressif, imperceptible au premier regard, constituait pourtant le cœur du retournement en cours, car il ouvrait la voie à une résolution qui, quelques instants plus tôt, semblait impossible. Ainsi, dans cette tension extrême, où chaque détail prenait une importance disproportionnée, la situation avançait lentement vers un dénouement, sans que personne ne puisse encore en prédire la nature exacte, mais avec la certitude que le point de non-retour avait été atteint depuis longtemps. Et dans cet équilibre précaire, suspendu entre contrôle et effondrement, une seule chose restait certaine, rien ne sortirait intact de cette confrontation. Lorsque le dénouement commença à se dessiner, ce ne fut ni dans un éclat soudain ni dans un geste spectaculaire, mais dans une lente évolution imperceptible de l'équilibre qui s'était installé entre Claire Estrella et Alice Lombard, comme si la tension extrême qui les reliait avait atteint un point où elle ne pouvait plus se maintenir sans se transformer. Dans cet espace clos, saturé d'attente et de fatigue, les certitudes d'Alice commençaient à se fissurer sous le poids du temps, tandis que la résistance silencieuse de Claire finissait par produire ses effets. À l'extérieur, les négociations engagées par Manu Léoni avaient progressivement ouvert une brèche dans la logique de confrontation, introduisant une possibilité de sortie là où il n'y avait auparavant qu'un affrontement latent. Chaque échange, soigneusement mesuré, avait contribué à déplacer imperceptiblement la dynamique, obligeant Alice à reconsidérer sa position non plus comme une domination absolue, mais comme un état instable qu'elle devait désormais justifier et maintenir. À mesure que cette pression s'intensifiait, Alice se retrouva confrontée à une contradiction interne qu'elle ne pouvait plus ignorer, car le contrôle qu'elle pensait exercer sur la situation exigeait désormais des décisions de plus en plus difficiles à soutenir dans la durée. Ce glissement progressif, amplifié par la fatigue et l'isolement, fragilisait son positionnement, ouvrant un espace que Claire, avec une lucidité remarquable, continua d'exploiter sans jamais brusquer le processus. Dans cet instant suspendu, où chaque mot prononcé depuis l'extérieur venait résonner comme une tentative d'ancrage dans la réalité, Claire maintenait une posture d'une stabilité essentielle, refusant de céder à la panique malgré l'épuisement qui commençait à peser sur elle. Elle comprenait que l'issue dépendait désormais de la capacité à prolonger ce moment, à empêcher toute rupture brutale qui pourrait précipiter une fin tragique. Finalement, le basculement se produisit de manière presque silencieuse, lorsqu'Alice, confrontée à l'impossibilité de maintenir indéfiniment cette tension, relâcha imperceptiblement son emprise, comme si le poids de la situation devenait trop lourd à porter. Ce geste, à peine perceptible, fut immédiatement exploité par les équipes extérieures, qui saisirent cette ouverture pour intervenir avec une précision extrême, évitant toute escalade supplémentaire. Claire, libérée de cette proximité dangereuse, ressentit alors une vague de fatigue brutale,
comme si son corps, resté en tension pendant toute la durée de la prise d'otage, se permettait enfin de relâcher la pression accumulée. Ce relâchement ne signifiait pourtant pas une véritable délivrance, car l'expérience qu'elle venait de traverser laissait déjà des traces profondes, invisibles mais durables. À l'extérieur, Manu Léoni accueillit la fin de l'intervention avec un mélange de soulagement et de tension résiduelle, conscient que si la vie de Claire avait été préservée, les conséquences de cet événement allaient se prolonger bien au-delà de cette journée. Le regard qu'il posa sur elle, lorsqu'elle fut enfin mise en sécurité, traduisait une inquiétude qui ne se limitait pas à l'instant présent, mais s'étendait à tout ce que cette situation révélait, notamment en lien avec ses propres doutes concernant Eve. Car si la prise d'otage constituait le point culminant de cette journée, elle ne faisait en réalité que s'inscrire dans un ensemble de tensions plus larges, où les lignes entre les affaires personnelles et les enquêtes professionnelles devenaient de plus en plus floues. Le comportement d'Eve, sa froideur, les interrogations persistantes de Manu, tout cela formait un arrière-plan inquiétant, laissant entendre que le danger ne se limitait pas à ce qui venait de se produire. Claire, de son côté, malgré le choc, tentait de reprendre pied dans une réalité qui lui semblait soudain étrangère, comme si l'expérience qu'elle venait de vivre avait déplacé ses repères de manière irréversible. Le simple fait de se retrouver en sécurité ne suffisait pas à effacer la violence de ce qu'elle avait traversé, car ce type d'événement laisse toujours une empreinte qui dépasse le moment lui-même. Autour d'elle, les réactions se multipliaient, entre soulagement, inquiétude et nécessité de comprendre ce qui avait conduit à une telle situation, mais aucune explication ne pouvait réellement restituer l'intensité de ce qu'elle avait vécu à l'intérieur de cette pièce, face à une femme prête à tout. Dans les heures qui suivirent, la prison retrouva progressivement un semblant de normalité, mais cette normalité portait désormais la trace d'un événement qui en avait révélé les failles, rappelant que même les systèmes les plus rigoureux restent vulnérables face à des décisions individuelles imprévisibles. Ainsi, si la crise immédiate était terminée, ses répercussions continuaient de se diffuser, affectant non seulement ceux qui y avaient été directement confrontés, mais aussi l'ensemble des relations et des dynamiques en cours, laissant présager que cette journée n'était pas une fin, mais le début d'une nouvelle phase de tension. Et dans cette continuité incertaine, une question demeurait en suspens, plus inquiétante encore que tout ce qui venait de se produire, jusqu'où ces fractures allaient-elles s'étendre, et qui en paierait le prix la prochaine fois.